L'éclat doux de la lune caresse les visages d'un couple partageant un amour enivrant au beau milieu d'une plage de sable fin où seul résonne l'océan tranquillement endormi. Mais la sérénité n'est-elle pas faite pour être brisée? Voilà un souffle, un bruit, du sang et la mort. Que s'est-il passé? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver. Juste avant qu'on ne débute, on est bientôt aux 150 000 abonnés. Alors, je vais juste vous demander un effort à ceux qui ne sont pas déjà abonnés à cette chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton s'abonner, en activant la cloche aussi, comme ça vous aurez toutes les notifications. Je compte sur vous, on y est presque, et c'est parti. Les Bahamas, cet archipel des Caraïbes, tout proche de la Floride et des États-Unis, est régulièrement ciblé par les couples américains afin de célébrer leur mariage. Il faut bien reconnaître que le cadre paradisiaque de l'endroit vaut le déplacement. D'ailleurs, April et Justin Barber s'apprêtent à sceller leur union sur une magnifique plage de sable blanc caribéenne. Le couple s'entend à merveille. Les familles sont ravies qu'April et Justin soient parvenus à créer cette alchimie qui est sur le point de les unir définitivement après une semaine de célébration mémorable. Une joie véritable qui a rarement illuminé la vie d'April, celle-ci ayant connu des moments sombres durant son existence. En 1993, alors qu'elle n'a que 17 ans, l'adolescente perd sa mère, Nancy Lott, qui aura pourtant lutté corps et âme contre un cancer, un combat dont elle ne sortira pas vainqueur. Une perte qui fait bien sûr très mal à toute la famille. Seulement, elle semble affecter le père plus encore, Don, qui plonge dans une spirale négative en consommant régulièrement et exagérément de nombreuses drogues. Ceci le rend inapte à l'éducation de ses enfants qu'il délaisse au gré de sa chute dans les substances illicites. C'est donc April qui prend le relais en s'occupant du mieux qu'elle peut de sa petite sœur Julie, âgée de 9 ans, mais surtout de son petit frère Kendon, qui est âgé d'à peine 1 an. Elle est réellement une mère de substitution, gérant le quotidien en faisant à manger, en conduisant son frère et sa sœur à l'école, et en s'assurant qu'ils ne manquent de rien. Tout ça en devant elle-même se concentrer sur sa propre scolarité, et en portant le chagrin de sa mère également. Des conditions qui pourraient conduire April à abandonner le lycée, peut-être à chuter en dépression à l'instar de son père dont la vie n'est plus guidée que par la tristesse de la perte de sa femme. Simplement, April possède un caractère de battante. Même si elle était à 2 doigts de rompre, elle a tenu bon. La mort de sa mère ayant même été un moteur pour son avenir puisqu'elle est déterminée à lancer sa carrière professionnelle dans le domaine de la médecine avec l'objectif clair d'apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre le cancer. Sa persévérance est admirable. Elle réussit à intégrer l'université d'Oklahoma dans le domaine médical, poursuivant ainsi le but qu'elle s'était fixé. Les années universitaires de la jeune femme sont plus joyeuses que les difficiles moments qu'elle a vécus. Elle entre dans une sororité et goûte à nouveau à des instants de joie. Cela s'amplifie même en 1998. Alors qu'April est âgée de 23 ans, elle fait la connaissance d'un jeune homme brillant, étudiant au sein du même établissement qu'elle. Il s'appelle Justin Barber, il est âgé de 26 ans et s'apprête à terminer son cursus universitaire, étant dans sa dernière année d'études. April avait déjà rencontré quelques garçons auparavant bien sûr, mais aucun d'entre eux n'avait l'état d'esprit qui anime Justin. Il est ambitieux, performant étant l'un des meilleurs élèves de sa promotion, et surtout, il a un objectif de vie tout tracé, un point commun avec la jeune femme qui se reconnaît en lui. C'est aussi ce qui fera chavirer son cœur pour ce garçon si différent des autres à ses yeux. Ses sentiments ne sont pas à sens unique, loin de là. Justin tombe en fou amoureux de sa petite amie qu'il présente aussitôt à ses parents, ravis pour leur enfant qu'il ait fait cette magnifique rencontre. C'est une évidence pour tout le monde, mais surtout pour le couple. Justin et April sont faits pour être ensemble, et a priori, rien ne pourra plus entraver cette destinée. Ce constat pousse les deux jeunes amoureux à franchir le pas. 10 mois après leur premier contact, ils décident de se marier.
Certains considèrent que c'est un peu précipité. Simplement, l'alchimie entre ces deux personnes vient rapidement éteindre les doutes émis par les rares membres des familles qui tentent de les exposer. En 1999, direction les Bahamas pour une semaine au paradis et la célébration d'un mariage tant attendu. Les festivités se déroulent à merveille, April et Justin profitent de leur lune de miel avant de revenir à la réalité de la vie quotidienne. Ils déménagent en Géorgie, un état dans lequel ils ont réussi à décrocher un emploi chacun, Justin en tant que commercial et April travaillant dans un service de radiologie. Pour elle, c'est une étape importante dans sa carrière. 2 ans s'écoulent, le couple est heureux, tant sur le plan personnel que professionnel, mais voici une première zone de turbulence sur le chemin de l'amour. Justin se voit proposer un poste de commercial impossible à refuser tant les conditions sont avantageuses. L'inconvénient est la localisation de ce nouvel emploi situé à Jacksonville en Floride. Plus de 3 heures de route séparent le domicile du couple de la ville floridienne. Mais il est hors de question de manquer une telle opportunité. Et d'ailleurs, April encourage Justin à accepter. Une solution se présentera nécessairement. Effectivement, comme il est impossible pour la jeune femme de quitter son emploi pour le moment, elle reste en Géorgie, tandis que Justin se rend en Floride et ils profiteront des fins de semaine pour se retrouver, soit dans une ville, soit dans l'autre. Une situation qui peut paraître délicate, mais à laquelle le couple s'acclimate relativement bien. Une année entière se passe sans qu'aucun problème majeur n'émerge. Au cours de l'été 2002, le samedi 17 août plus précisément, April fait le déplacement du côté de la Floride pour rejoindre son époux en vue de célébrer leur 3e anniversaire de mariage. Les plans de la soirée sont simples. April souhaite absolument dîner dans un restaurant nommé Carabas, où il est possible de bien manger mais aussi de s'amuser puisque dans le même lieu des billards sont à disposition. Après s'être régalé et s'être détendu, le couple grimpe en voiture mais pas question de retourner à la maison. Au lieu de ça, il roule quelques minutes, s'éloignant de plus en plus de la ville. Il ne roule pas sans destination. Il y a bel et bien un point de chute. Il s'agit d'une petite plage isolée, déserte, où April et Justin se rendent régulièrement les soirs durant lesquels ils célèbrent un événement. S'ils y vont aussi souvent, c'est pour la tranquillité qui y règne, ainsi que le cadre magnifique à la nuit tombée, avec cette lune rayonnante lorsque le ciel est clair. Les voici arrivés à destination. Ils s'installent à leur endroit favori comme d'habitude, puis décident de marcher le long de la plage pieds nus pour que ceux-ci trempent légèrement dans l'eau. Seulement, le calme de cette promenade est brisé lorsqu'un individu apparaît devant eux. Ils sont surpris naturellement, l'endroit est tellement désert d'ordinaire que cette présence les étonne. À peine ont-ils le temps de réaliser que l'individu les menace. Avec la pénombre, impossible de distinguer son visage, il porte également une casquette ou autre chose qui recouvre sa tête. Il crie. Dans la panique et les hurlements, il est impossible de distinguer ce qu'il souhaite. Justin suppose qu'il s'agit d'un braquage. Que cela pourrait-il être d'autre à cet endroit ? D'autant plus que l'homme sort une arme. À cet instant, Justin se jette sur celui-ci afin de protéger April, mais sa propre vie également. Au milieu de nulle part, face à une personne armée, il est impossible de connaître ses intentions. Il n'est pas pressé de partir, contrairement à un braquage qui se déroulerait en pleine ville. Un combat violent s'engage entre les deux hommes, puis des détonations retentissent, ce sont des coups de feu. Durant la lutte, Justin perd connaissance. Il ne reprend ses esprits que plus tard. Quand il ouvre les yeux, il ne voit rien. Ce qui est un bon et un mauvais signe à la fois. Un bon, parce que l'agresseur a certainement fui, et donc la menace s'est éloignée. Un mauvais, parce qu'il ne sait pas où April est passé, et il a beau crier son nom, il n'y a aucune réponse. S'agit-il d'un enlèvement ? L'agresseur est-il parti avec April ou a-t-elle réussi à s'échapper ? Peut-être est-elle déjà allée chercher du secours. Par mesure de précaution, Justin court le long de la plage, toujours en criant le nom de son épouse en vain. Il n'y a aucune réponse. Les minutes s'égrènent, la panique monte chez Justin, désespéré, ne sachant pas quoi faire. Doit-il partir ? Doit-il persévérer ? Le dilemme s'évapore rapidement. À quelques mètres de lui, il distingue une forme au bord de l'eau.
Il se rapproche et découvre April allongée et immobile face contre terre. Visiblement, elle a perdu connaissance. Le jeune homme éloigne sa femme hors de l'eau puis essaye de lui parler, mais elle ne répond pas. À cause de la nuit, il ne l'a pas remarqué, mais en observant April, il constate que celle-ci est blessée. Elle a été touchée par balle à plusieurs reprises. Horrifié, il comprend qu'il doit agir rapidement. Il tente de porter le corps de son épouse, mais n'y parvient pas. Alors, il la saisit au niveau de sa ceinture pour l'emmener vers la route qui se trouve à quelques centaines de mètres de là. Pour accéder à la promenade débouchant sur la route qui permettra d'intercepter une voiture pour de l'aide, il est nécessaire de passer un escalier faisant la transition avec la plage. Cet obstacle force Justin à soulever April. Il n'avait pas réussi quelques instants auparavant, mais il est contraint de réussir, autrement elle ne pourra pas être secourue. Il rassemble ses dernières forces, lève le corps de sa femme, mais s'écroule presque aussitôt. Au sol, le jeune homme ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est incapable du moindre effort, comme si toute son énergie s'était envolée d'un coup. C'est alors qu'il saisit. En observant son corps, il remarque que lui aussi est blessé par balle. Il peut voir au moins 4 blessures. L'angoisse grimpe encore d'un niveau. Incapable de déplacer April, affaibli et grièvement blessé, Justin fait face à un choix cornélien. Rester auprès de celle qu'il aime, mais risquer qu'elle meure et lui également, ou s'en aller pour chercher des secours, mais délaisser sa femme au milieu de nulle part. C'est la seconde option qu'il choisit. Il se hâte jusqu'à la route pour chercher de l'aide. 3 véhicules l'ignorent. Cependant, il comprend qu'il n'est pas loin de sa propre voiture et monte donc dedans pour conduire jusqu'en ville. C'est risqué, il pourrait perdre connaissance au volant, mais il n'y a pas le choix. En conduisant son véhicule, il tourne la tête de droite à gauche afin de mettre la main sur la personne qui pourra enfin lui venir en aide. Finalement, à un carrefour, il stoppe sa voiture au feu rouge. Des automobilistes sont derrière lui, et l'un d'entre eux finit par composer le numéro des urgences. Les premiers sur place sont les ambulanciers qui débarquent en quelques minutes. Ils prennent en charge Justin, qui leur détaille ce qu'il s'est passé en expliquant frénétiquement qu'April est encore à l'escalier là où il l'a laissé. Les secouristes, après avoir entendu l'histoire de Justin, contactent la police afin de leur délivrer ces informations précieuses, et notamment le fait qu'il y aurait eu un braquage à main armée qui aurait dégénéré en agression. Le souci qui se pose aux policiers devant retrouver à tout prix April est que les détails fournis par Justin sont assez imprécis. Il a mentionné une plage et un escalier, mais cela ne permet pas une localisation exacte. Les agents parcourent donc les lieux, perdant un temps précieux, quand ils découvrent enfin ce fameux escalier et le corps de la jeune femme dont parlait son époux quelques instants auparavant. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour elle. April est à l'évidence décédée. Désormais, cette affaire se transforme en enquête pour homicide. Le temps ayant une importance primordiale dans ce type d'investigation, les enquêteurs prennent aussitôt la route de l'hôpital afin de récolter le maximum d'informations sur cette nuit tragique auprès de leur précieux témoin, Justin. Évidemment, lorsque les policiers passent la porte de la chambre où se trouve Justin, ce dernier leur demande immédiatement des nouvelles de sa femme. Il lui est donc annoncé qu'April a bien été retrouvée, mais que malheureusement il était trop tard pour la sauver. Le jeune homme, naturellement, est effondré. Les enquêteurs lui laissent quelques minutes pour qu'il reprenne ses esprits. Ils ont un grand besoin des informations qu'il possède. Il se calme, puis décrit du mieux qu'il peut le meurtrier. Il serait plus grand et plus costaud que lui, proche des 100 kilos, de type caucasien et blanc de peau, mais impossible de détailler les traits de son visage à cause de la pénombre. Il portait également une casquette ou un bonnet. Enfin, il était vêtu d'un t-shirt relativement large. Ces détails sont maigres. Les agents prennent en photo les blessures de Justin. Il est touché en plusieurs endroits, la main et l'épaule gauche, au bas du cou ainsi qu'à la poitrine. Malgré des points du corps particulièrement sensibles touchés, Justin a de la chance, son pronostic vital n'est pas engagé. Et après quelques soins, il est libéré de l'hôpital le lendemain. L'époux participe évidemment aux funérailles d'April qui se déroulent en Oklahoma auprès de sa famille, mais quitte rapidement l'État pour se rendre à nouveau en Floride.
Il n'a qu'une idée en tête, apporter le maximum d'aide qu'il peut aux forces de l'ordre en chasse d'un tueur qui pourrait recommencer. D'ailleurs, il reste plus de 10 heures sur le lieu du crime avec la police afin d'aiguiller les enquêteurs sur les événements tragiques s'étant déroulés cette nuit-là. Il répond à toutes les questions et fait toutes les déclarations qui lui sont réclamées. Un premier témoignage intéressant survient. Une personne affirme avoir aperçu, le soir du meurtre d'April, un second véhicule stationné proche de celui de Justin. Seulement, cette piste qui, à première vue, peut paraître précieuse, ne sera pas approfondie, parce que le témoin est incapable de fournir le numéro de plaque d'immatriculation ou une fraction de celui-ci, ou bien même le modèle de cette voiture. Et sans l'un de ces éléments, c'est une perte de temps. Un peu plus tard, les policiers découvrent que la jeune femme n'était pas si tranquille que cela en Géorgie. Elle possédait un taser, exposant la crainte d'une intrusion, mais surtout, 3 semaines avant son meurtre, sa maison a été cambriolée. Et plus tôt encore, c'est sa voiture qui avait été fouillée. Y a-t-il donc une personne qui en voudrait à la jeune femme ? Un harceleur qui aurait totalement perdu l'esprit au point de la suivre jusqu'en Floride pour se débarrasser d'elle et de son petit ami ? Difficile à savoir. La police floridienne sollicite donc ses homologues de Géorgie. Ces derniers affirment avec assurance que l'affaire du cambriolage n'est pas liée à celle de l'homicide. Il est envisagé qu'une personne de l'entourage d'April aurait pu lui vouloir du mal ainsi qu'à Justin. Simplement, les policiers ne se dispersent pas parce qu'ils pensent déjà être sur une piste bien solide. Justin a la sensation que les enquêteurs ne mettent pas vraiment toute leur énergie dans la résolution de cette affaire. Mais les apparences sont trompeuses. Les policiers sont sur les dents. Ils tentent uniquement de le masquer auprès de leur principal suspect dans le meurtre d'April Barber. Car oui, les enquêteurs, dès le début de l'investigation, avaient l'époux dans le collimateur. Au fur et à mesure des contacts qu'ils ont avec lui, cela ne fait que renforcer leur intime conviction qu'il est l'auteur du crime qu'ils tentent de résoudre. Mais pourquoi doutent-ils autant de lui ? Eh bien, sa version des faits est étrange pour commencer. Un braquage se déroulant au milieu de nulle part, sur une plage isolée en pleine nuit, c'est un événement rarissime. En se renseignant, les policiers ont découvert qu'un tel crime ne s'était jamais produit à cet endroit. Rien n'a jamais été signalé. Pourquoi un voleur se trouverait-il ici ? La grande majorité du temps, les lieux sont vides. Un braqueur patienterait chaque soir à cet endroit en attendant une victime potentielle qui pourrait mettre plusieurs jours avant de se présenter. Cela n'a pas de sens. Admettons, il faut de tout pour faire un monde. Comment expliquer alors qu'après avoir tué April et blessé Justin, qui a perdu connaissance d'après ses dires, que le voleur n'a rien emporté avec lui ? Il n'a pas pris le portefeuille de l'homme et a laissé la bague en diamant au doigt de la femme. À ce stade, avec ces éléments, il est impossible de croire qu'une personne ayant voulu commettre un vol se soit enfuie bredouille. Et puis, les soupçons se sont renforcés lorsque Justin est revenu en Floride après avoir participé aux funérailles de sa femme. Il souhaitait coûte que coûte aider les enquêteurs. Il est donc resté avec eux des heures durant sur la plage pour expliquer les faits lors de l'attaque. À ce moment, les policiers, qui le considèrent déjà comme un suspect, analysent son comportement de près et, d'après eux, Justin force les émotions. Il fait semblant de pleurer, plaçant ses doigts sur ses yeux, sans qu'aucune larme ne coule pourtant. Alors, les enquêteurs continuent d'éplucher les déclarations de l'époux. Souvenez-vous, il avait indiqué avoir rejoint la route sans qu'aucun conducteur ne s'arrête. Ainsi, 3 véhicules seraient passés devant lui. Les policiers doutent que cela se soit vraiment produit, parce que dans ce genre de situation, même si les automobilistes ne se stoppent pas, certains appellent tout de même la police. Or, aucun coup de téléphone aux autorités n'a été relevé. Ensuite, Justin annonce avoir roulé environ 15 km avant de bloquer une voie à un feu rouge, ce qui a permis le coup de téléphone au secours. Les enquêteurs ont donc effectué le parcours du jeune homme et ne comprennent pas pourquoi il a roulé aussi longtemps, dans la mesure où sont disséminés sur le chemin plusieurs commerces ouverts 24 heures sur 24 et qui auraient permis de contacter les secours également.
Dans la logique, c'est même le comportement que Justin aurait dû avoir. Il est passé devant un McDonald's ouvert sans interruption, une pharmacie Walgreens avec les mêmes horaires, ainsi qu'une station essence qui ne ferme jamais non plus. Alors pourquoi conduire 15 km ? Quoi qu'il en soit, cela convainc les policiers de se concentrer sur le mari. La vie du couple, considérée comme parfait pour beaucoup, est alors disséquée et une nouvelle fois les apparences semblent jouer des tours. Les apparences, justement, Justin y est très attaché, il semblerait. D'abord, quand April et Justin ont emménagé en Géorgie, la petite sœur et le petit frère de celle-ci les ont suivis pour vivre avec eux. Mais comme chacun d'eux travaillait beaucoup, s'occuper de Julie et Kendon devenait trop compliqué. Ils ont alors été renvoyés en Oklahoma. Une décision qui n'a pas du tout plu à Justin qui s'est opposé à ce qu'il s'en aille. Il souhaitait absolument qu'il reste. Ce qui est étonnant, au point de se mettre en colère. Des membres de la famille pensent qu'il souhaitait conserver cette image noble de celui qui héberge des personnes en difficulté. Encore une fois, tout pour les apparences. Il apparaît qu'April également faisait les frais de cette attitude. Son époux, surveillant son physique et n'hésitant pas à la dénigrer si la jeune femme prenait du poids, même légèrement. Ceci a traumatisé April, qui s'est concentré sur son alimentation et son régime de façon exagérée, pour ne plus subir les remarques de son époux. Voici des premiers éléments remettant en question ce statut de couple idéal. Mais il y a plus grave encore, puisqu'April semblait être méfiante à l'égard de son époux quant à sa fidélité depuis qu'il passe ses semaines en Floride. Elle est persuadée que son mari la trompe avec une autre femme, dont elle ignore le nom, qui participe à des sessions de tennis en sa compagnie. D'ailleurs, elle a déjà confronté Justin à ce sujet. Bien évidemment, il a tout nié et April n'avait pas les moyens de connaître la vérité. Ce qui n'est pas le cas de la police en revanche, qui retrouve cette femme. Elle s'appelle Shannon Kennedy. Elle est une employée de l'agence par laquelle passe l'entreprise de Justin pour louer des voitures à ses commerciaux. Et bien sûr, elle devient une personne d'intérêt dans cette enquête. Elle est convoquée au poste de police pour un interrogatoire. Elle est transparente et annonce qu'effectivement, Justin et elle ont des rapports sexuels. Au même moment, Justin se trouve également au poste de police. La question à propos de cette femme lui est posée et il nie toute liaison avec elle. Simplement, avant de donner sa réponse, il ignorait que Shannon Kennedy se trouvait dans la pièce d'à côté. Et lorsque les policiers lui disent qu'ils vont la faire entrer pour confronter leurs deux versions, Justin finit par reconnaître l'infidélité. Les enquêteurs viennent de faire d'une pierre deux coups. Non seulement ils découvrent que tout n'est pas au beau fixe dans ce mariage, prétendument rempli d'amour, ce qui offre un motif pour le meurtre d'April, mais surtout ils démontrent que Justin n'est pas tout à fait honnête dans ce qu'il raconte. S'il a menti à propos de sa liaison extra-conjugale, est-il sincère dans le reste de ses propos ? Le doute s'installe désormais au moindre mot qu'il prononce. Les policiers poussent les investigations plus loin encore, décidant de lancer une perquisition au domicile de Justin, dans lequel ils font une nouvelle découverte troublante. 2 documents d'assurance vie, chacun au nom des époux et chacun d'un montant de 2 millions de dollars. Cela n'aide pas à baisser les suspicions des enquêteurs à l'encontre de Justin, au contraire. Cela fournit un second mobile pour le meurtre d'April. Le premier étant son infidélité partiellement découverte par sa femme. En se renseignant, les policiers apprennent que le montant de 2 millions de dollars avait été souscrit après insistance de la part de Justin, tandis qu'April ne comprenait pas un montant aussi élevé, mais a manifestement fini par se laisser convaincre. À côté de cela, Justin a perdu beaucoup d'argent et au cours de l'été 2002, il est endetté à hauteur de 50 000 $, notamment après avoir subi les aléas d'une bourse capricieuse ayant englouti tout son capital de départ. Une liaison extra-conjugale découverte, un époux criblé de dettes, et une assurance vie d'un montant de 2 millions de dollars au nom de sa femme. Voilà un cocktail explosif plaçant automatiquement Justin Barber en haut de la liste des suspects. Oui, mais il y a toujours plusieurs obstacles empêchant de faire tomber la culpabilité de l'époux. Le premier étant qu'il n'y a aucune preuve directe impliquant Justin dans le meurtre d'April. Et le second est matériel. L'homme s'est fait tirer dessus ce soir-là avec une balle s'étant logée dans sa poitrine.
C'est vrai que ce dernier point est embêtant. Cela dit, chaque impact de balle, y compris celui au niveau de la poitrine, se situant plus sur le flanc droit de l'homme, se trouve éloigné des organes vitaux. Et les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'une mise en scène dont Justin se défend. Les enquêteurs travaillent toujours à l'élaboration du dossier le plus solide possible et ne procèdent donc pas à l'arrestation de leur suspect qui met les voiles et change d'état pour aller vivre en Oregon, diamétralement à l'opposé de la Floride. Là-bas, il décroche un nouvel emploi, puis débute une toute fraîche relation avec une femme nommée Lisa. Sa vie apparaît avoir repris un cours normal sans qu'il ne soit inquiété par la justice américaine. L'affaire prend des airs de cold case. La police, malgré les soupçons évidents qu'elle nourrit à l'égard de son suspect unique, ne parvient pas à trouver la faille pour l'envoyer devant un tribunal et en prison de manière certaine. Mais dans l'Oklahoma, la justice n'a pas l'intention de laisser Justin Barber s'en tirer à si bon compte. Une juge exerce une pression constante sur le procureur général de l'État pour une inculpation. Bien entendu, au vu du dossier, il est réticent à déclencher un procès dont l'issue est incertaine. Aux États-Unis, la fonction de procureur a une forte connotation politique, et le taux de procès gagné est une statistique fondamentale pour ceux occupant ce poste, expliquant ainsi les hésitations quant à l'affaire du meurtre d'April. L'aspect faisant penser à une possible défaite devant un tribunal sont les 4 balles reçues par l'époux. Personne ne ferait ça, et convaincre un jury du contraire relève du miracle. Simplement, en analysant les autres éléments, qui d'autre que le mari aurait pu commettre ce crime ? Le procureur se range finalement du côté de la juge, saisissant la justice pour que la culpabilité de Justin Barber soit définitivement déterminée, ou non. Au cours du mois de juillet 2004, presque 2 ans après la mort tragique d'April, Justin Barber est placé en état d'arrestation et inculpé du meurtre de son épouse. Ce n'est que 2 ans plus tard que le procès de celui-ci débute durant le mois de juin 2006. Notez qu'il est jugé à Saint-Augustine en Floride. Un meurtre prémédité fait donc entrer dans la balance la peine capitale, s'il devait être reconnu coupable, cet état l'appliquant. C'est d'ailleurs ce qui est réclamé par le procureur. Seulement, comme je vous l'ai dit, avant de parler de condamnation, il faut convaincre un jury populaire que Justin a planifié cet homicide et que les 4 balles lui ayant perforé le corps faisaient partie d'une mise en scène macabre visant à ôter la vie de sa femme. La défense de Justin Barber, dans ce procès, place immédiatement en avant le fait que celui-ci a été la cible exclusive de la police, et ce, dès le début. Les enquêteurs ne s'étant pas concentrés sur d'autres suspects ou d'autres pistes. Appelés à la barre, les policiers expliquent tout simplement que tout mène à Justin. S'il y avait eu un autre suspect ou une possibilité d'amener l'enquête vers une autre piste, ils l'auraient suivi. Mais en l'occurrence, les mensonges et incohérences de celui-ci, qui est le plus proche d'April, n'ont fait que renforcer leurs soupçons à son encontre. Les agents expliquent ensuite au jury populaire les raisons pour lesquelles Justin n'avait pas à conduire plus de 16 km pour bloquer une voiture à un carrefour, dans la mesure où des commerces étaient ouverts 24 heures sur 24. Celui-ci aurait dit qu'il ne se souvenait clairement pas du trajet et qu'il ne souhaitait pas sortir un vieil homme de son sommeil. C'est en tout cas la déclaration qu'il avait faite lorsque les enquêteurs lui avaient posé la question à propos de ce comportement curieux. Dans la foulée, Shannon Kennedy se présente à la barre. Elle explique sa relation avec Justin et au départ, elle n'avait aucune idée qu'il était marié. Au fur et à mesure qu'ils se fréquentaient, elle l'a déduit. Et finalement, l'homme a commencé à parler d'April, expliquant qu'il l'aime mais qu'il ne pouvait plus vivre avec elle. Une phrase très compromettante dans un tel contexte. Alors évidemment, tout ceci n'est que circonstanciel. Et la défense le sait bien. Elle annonce qu'il aurait dit cette phrase sans penser au meurtre, mais parce qu'il voulait quitter sa femme, comme il arrive à de nombreux couples de se séparer. Les preuves, justement. Voici la partie du procès la plus délicate pour l'accusation et le procureur qui va danser sur un fil. Au moindre doute, Justin Barber sera innocenté. Mais l'accusation a plus d'un tour dans son sac, faisant venir à la barre un expert. Il est un spécialiste en informatique. Il s'est penché sur le contenu de l'ordinateur appartenant à l'accusé et y a fait une découverte intrigante, pour ne pas dire accablante.
6 mois avant le meurtre de sa femme, une recherche internet a été faite sur Google. Elle est la suivante. Comment se tirer une balle sans se blesser? Les termes poitrine, impact de balle, traumatisme sont aussi découverts et cela démontre que Justin a volontairement recherché les emplacements du corps qui pourraient mettre en danger sa vie s'ils étaient touchés par balle. Mais la défense présente également un expert, lui est médecin. Il éclaire l'audience sur la gravité des blessures de Justin et il estime qu'elles sont graves. L'une des balles s'est logée proche d'une artère qui, si elle avait été sectionnée, aurait pu entraîner la mort. Certes, les blessures sont graves, ce qui n'empêche pas Justin de s'être tiré lui-même dessus après ses recherches sur internet. Malgré celle-ci, dans la pratique, il a pu mal exécuter l'un des tirs ou se tromper par rapport à ce qu'il avait consulté. Enfin, il y a un dernier élément. Quand les enquêteurs se sont retrouvés face à la dépouille d'April, celle-ci avait du sang sur le visage qui avait coulé dans une seule direction et de manière uniforme. Ce qui est surprenant, lorsque d'après Justin, le corps de sa femme aurait été manipulé brusquement et d'après ses dires, aurait changé de position à 18 reprises. Le sang aurait dû donc se répandre sur tout son visage. Un expert, mandaté par la défense, explique cependant que le sang ne s'est retrouvé que d'un côté du visage, parce que le corps ayant été retrouvé face contre terre, en partie immergé dans l'eau, celle-ci aurait nettoyé quelque peu le sang. Voici pour les principaux éléments sur lesquels devra se baser le jury populaire afin d'établir, ou non, la culpabilité de Justin Barber. Et cela s'apparente à un véritable casse-tête, sans preuve directe, ni arme du crime, n'ayant jamais été retrouvée. La décision n'est pas évidente. Après plus de 28 heures de délibération étalée sur 2 jours entiers, le jury n'a toujours pas tranché. Il faut un 3e jour et il est craint que les délibérations n'aboutissent jamais. Pourtant, le jury finit par trancher et il déclare Justin Barber coupable du meurtre avec préméditation de sa femme April Barber. Le juge prononce donc la sentence qui ne sera pas la peine de mort, mais une condamnation à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'homme tentera coûte que coûte de lancer de nouvelles procédures afin d'établir son innocence, mais aucune d'entre elles n'aboutira et il passera le reste de sa vie en prison. Si vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire terrifiante, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.